Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Initiative, l'émission qui fait décoller votre entreprise. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, nous avions un petit doute à vous en parler. Le thème n'est pas facile et puis finalement, on s'est lancé. Micro-entrepreneurs, salariés d'une start-up, créateurs d'entreprise, tous sont passés et passent encore par la même étape, j'ai nommé le doute. Pour en parler avec nous, nous vous recevons aujourd'hui Flora Bernard. Vous êtes cofondatrice de l'agence philosophique TAE et auteure de l'ouvrage Manager avec les philosophes, que nous retrouvons juste ici. Avec nous également Christophe Godot. Vous êtes cofondateur de Canbase, Christophe, une entreprise de backing qui, si j'ai bien compris, simplifie la vie des entreprises en les accompagnant dans leur développement. Bien sûr, pour illustrer et débattre avec nous aujourd'hui dans ces différentes étapes du doute, nos deux chroniqueurs vedettes, Ludovic, bonjour Ludovic. Bonjour Charles. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En pleine forme. Eh bien écoutez, tant mieux. Aujourd'hui au programme de l'émission, nous vous proposons la chronique de Ludovic, qui sera suivie d'une réflexion autour des doutes qui accompagnent les chefs d'entreprise. Des images exclusives ensuite de nos reporters et des interviews, effectivement, dont notamment une exclusive du fondateur du slip français. Lui aussi, vous le verrez, il y a eu une période de doute assez importante. Juste après, lors de la chronique de Chiara, nous retrouverons nos deux invités qui en profiteront avec nous pour débattre et répondre à toutes les questions que vous, très chers téléspectateurs, nous poserez via le hashtag de l'émission. Enfin, n'hésitez pas, nous parlerons de l'histoire incroyable du pâtissier Nicolas Bernardet et nous réagirons tous autour de son histoire qui est assez palpitante. Alors, Ludovic, on commence tout de suite avec toi. Et justement, je crois savoir que tu as été sur le parvis de la Défense prendre un petit peu la température d'une question brûlante, le doute, et particulièrement le doute chez les entrepreneurs. Exactement, Charles. Qui n'a jamais douté au moment de créer son entreprise ? C'est évidemment la question que je suis allé poser, vous l'avez dit, à des kidams qui se promenaient sur le parvis de la Défense. Et vous allez le voir, leurs réponses sont étonnantes et méritent des réactions. Nous en reparlons tout de suite après. J'ai pensé à créer une entreprise et ce qui m'a freiné, c'est au niveau du coût. J'ai pensé à créer une entreprise il y a quelques années de ça. Malheureusement, avec tous les papiers administratifs et ce qu'ils demandent, c'est assez compliqué. J'ai déjà créé une entreprise il y a 5 ans maintenant et non, j'ai pas eu de doute parce que c'était dans la continuité de mon expérience professionnelle passée. Le doute, c'est sur la viabilité du projet, savoir sur la durée. Est-ce que le public qui va être visé sur le secteur que je convoite va pouvoir adhérer. J'ai des doutes également sur le modèle financier adapté. Alors vous l'avez entendu, chers invités, le doute c'est parfois un moteur. Ne pas douter du tout, c'est parfois dangereux parce qu'on va droit dans le mur. Finalement, entre les deux, quelle serait la bonne attitude à adopter ? Flora, est-ce que vous êtes étonnée par ces réponses autour du doute et de l'absence de doute ? Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que le doute ? Je pense que le doute, c'est la mise entre parenthèses temporaire, et ce temporaire peut durer plus ou moins longtemps, mais la mise en doute temporaire d'une décision, et donc de notre propre capacité de juger. C'est une forme de suspension de jugement. D'accord ? Donc le doute, ça doit être, je pense, un moment fécond pour explorer des alternatives et ensuite décider. Dans les témoignages qu'on entend, on entend deux premières personnes qui nous disent « j'ai pas créé mon entreprise parce que finalement je me suis laissé arrêter par les complications administratives ». Peut-être que ça veut dire que ce qui guidait ces personnes-là n'était pas suffisamment fort pour pouvoir entraîner la création d'une entreprise. Vous êtes d'accord avec ça Oui, moi j'interviens en tant que chef d'entreprise. C'est le doute fait partie de la vie du chef d'entreprise. C'est indissociable. Je pense que c'est comme le trac pour les comédiens, c'est complètement indissociable. Mais on traverse tous des périodes de doute. Pour vous, c'est naturel ? C'est complètement naturel. Après, l'idée, c'est de les maîtriser, ces périodes. C'est-à-dire que ça ne peut pas être qu'une période continue de doute, parce que c'est compliqué. Et il faut qu'une fois que les décisions sont prises face à cette interrogation, on puisse dérouler les actions. Alors, ce que disait Flora, il faut douter de manière temporaire, donc pas trop longtemps, vous le confirmez, mais quand même, que faire pour surmonter ces doutes ? Premièrement, l'accepter comme quelque chose de naturel. Si ça nous pose problème de douter, c'est parce qu'on survalorise la certitude. C'est quelque chose de très valorisé de dire oui, je suis sûre de moi. Le rapport au doute, je pense, est aussi très lié au rapport qu'on a avec l'erreur. Parce que si on doute, c'est qu'on a peur de quelque chose aussi, on a peur de prendre la mauvaise décision et donc de faire une erreur.
Et en France en particulier, on a un rapport à l'erreur extrêmement sanctionnant. C'est pas bien de faire des erreurs. Aux États-Unis, si je ne me trompe pas, vous êtes un bon entrepreneur quand vous avez raté au moins 3 entreprises. J'ai peur de l'erreur et donc j'ai pas envie de douter. Et donc douter fait entièrement partie, je suis d'accord avec vous, d'une manière de fonctionner. C'est naturel. Donc une des premières choses, ce serait de le considérer comme quelque chose de normal. Et alors justement, Christophe, comment vous avez fait, vous, pour dépasser les doutes qui vous ont, je dirais, à chaque fois un petit peu freiné ou remis en question votre technique? Alors, déjà, la particularité du groupe Canva, c'est qu'on est 2 associés. Donc, c'est assez fréquent qu'on ne doute pas en même temps. Ça peut arriver. Donc, là, c'est là où ça devient problématique. Voilà, c'est ça. Mais en général, il y a dans une association, c'est une des grandes vertus de l'association, c'est justement de pouvoir parler de ses doutes à son associé et du coup d'avoir cette espèce de miroir qui permet de le dépasser. Donc en parler, c'est important. Très important, ouais, c'est très important. Ça permet vraiment de verbaliser ce qui constitue le doute en tant que tel. Et puis, de toute façon, ce n'est pas une science exacte. Donc, de toute façon, à un moment, il faut décider. Donc, c'est souvent la décision qui permet de sortir du doute. Juste pour compléter, je suis complètement d'accord sur l'importance du dialogue. Et peut-être que ce qui va nous guider, in fine, dans ces périodes de doute, c'est d'avoir une vision claire de ses valeurs. Au nom de quoi est-ce que j'agis au final? Parce que si je doute, c'est finalement un dilemme. Ce n'est pas une décision entre quelque chose de bien et quelque chose de mal. C'est une décision entre quelque chose de bien et quelque chose de bien. Sauf que j'arrive à défendre A comme j'arrive à défendre B. D'ailleurs, c'est pour ça que je doute, c'est pour ça que j'ai un dilemme et je n'arrive pas à décider. De clarifier ce au nom de quoi j'agis permet déjà, je trouve, d'avancer, de se dire, tiens, même s'il y a des incertitudes sur le business model, même s'il y a des incertitudes sur les aspects financiers, clients ou autres, voilà pourquoi je le fais. Vous parlez de prise de décision. Je pense que la prise de décision, c'est quand même quelque chose qui est fondamental quand on est chef d'entreprise. Et c'est aussi le quotidien d'un autre chef d'entreprise que vous connaissez, c'est Guillaume Gibaud, qui est président directeur général de l'entreprise Le Slip Français, donc grosse marque bien française. Et, je suis client. Et bon, vous le savez, Guillaume a commencé en tant qu'auto-entrepreneur, et il emploie aujourd'hui plus d'une centaine de collaborateurs. La question que tout le monde se pose, c'est un peu comment d'abord on peut expliquer un tel succès, mais surtout, comment a-t-il surmonté ses doutes? Lancer une entreprise spécialisée dans les slips, on peut se douter que ce n'est pas simple. Et on est donc allé lui demander, je vous propose de regarder le reportage tout de suite de Malik Omtala et Anne-Sophie de Masno. Bienvenue à la Maison du Slip, l'antre de Guillaume Gibaud. À 33 ans, il est à la tête d'un empire. J'ai lancé le slip français il y a 8 ans maintenant, et le slip c'est un mot magique, donc voilà, c'est à peu près comme ça, un peu par hasard, sur un pari avec des copains que tout a démarré de se lancer dans une marque de slip. Un mot magique, mais surtout un pari fou sur le net. Et je me suis dit que la mode c'était un métier dans lequel on peut toujours créer des nouvelles marques et que clairement Internet allait bouleverser tout ça. Et le sous-vêtement c'est tout bête mais c'est petit, c'est léger et ça s'essaye pas. Un pari gagnant. Aujourd'hui, 70% du chiffre d'affaires est fait sur Internet. On va faire cette année presque 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est vraiment une vraie marque web très forte sur les réseaux. Pour moi, je compare souvent l'entrepreneuriat à Mario Kart. Clairement, on gagne la course quand on passe sur les flèches jaunes. Les réseaux sociaux, c'est évidemment les flèches jaunes de notre époque. Il faut les prendre, il faut savoir les prendre. Une société qui ne cesse de se développer. Guillaume Gibaud emploie désormais une 50aine de collaborateurs. Ok, très bien. J'ai postulé au Slip Français parce que c'était une toute petite, plutôt petite entreprise d'une 20aine de personnes quand je suis arrivée. L'ambiance est super bonne puisqu'on est tous très liés, un petit peu comme une famille. Et Guillaume, il est comment comme patron? Il accueille très bien les gens quand on arrive dans la boîte et sinon il a toujours un petit geste, un petit mot, donc vraiment ouais, très cool, le patron idéal. Patron idéal et plein d'humour. Qu'est-ce que je peux te faire comme jeu de mots? Franchement, c'est infini. Le slip, c'est magique, le slip, c'est chic. Le slip, qu'est-ce que c'est? Le slip, c'est le puzzle, le slip, c'est la vie. Mais la naissance du slip s'est faite dans la douleur. Moi, au début, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est vraiment, vraiment la phase de tout démarrage, les 6-9 premiers mois. Où pour le coup, j'étais vraiment auto-entrepreneur. On est tout seul, on n'a pas de produit, pas de site web, pas de carte de visite. Des difficultés qui le poussent aujourd'hui à aider les jeunes entrepreneurs. Mon conseil en général, c'est vraiment de se lancer déjà. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment un super moment. Il y a des outils, je le disais, les réseaux sociaux, Internet, ça ouvre
un champ de possibilités infini. Il y a un écosystème hyper positif. La presse, les médias au sens large, je dirais le grand public est hyper sensible à l'entrepreneuriat, à l'innovation, à la prise de risque. Il y a du financement, il y a de l'accompagnement. Voilà, les startups sont vraiment dans l'air du temps. Merci. Salut, à bientôt. Première petite question, Flora et Christophe, vous avez donc vous aussi, on le sait, créé votre entreprise. J'aimerais surtout savoir quels ont été vos doutes une fois que vous avez respectivement créé vos boîtes. Quels ont été les premiers doutes que vous avez eus, votre quotidien un petit peu, et comment vous avez surmonté ça? Moi, c'était un moment de ma vie où je venais d'avoir mon premier enfant, ma fille aînée. Donc ça, c'est évidemment le choix de créer une entreprise pile à ce moment-là a généré pas mal de doutes. Comment les gérer? Moi, je m'étais fixé un planning en fait assez strict à respecter, oui, pour me mettre en configuration de créer cette entreprise. Donc voilà, j'ai essayé de le respecter en ne m'interdisant pas d'arrêter si je n'y arrivais pas. Donc voilà, mais effectivement, alors pendant cette phase, il y a un peu d'adrénaline, d'effervescence qui fait que ça atténue un peu le doute. C'est plus rétroactivement en fait quand on y pense. Moi j'avais quitté mon job, voilà, j'avais pas de revenus, j'avais c'est toujours des périodes voilà, donc c'est plus rétroactivement où oui, je me dis que j'ai peut-être pas assez douté, parce qu'il y a un peu cette une dose d'inconscience. Il y a un peu voilà, il y a un peu cette dose d'inconscience qu'on a. Et vous-même Flora, au niveau des doutes, qu'est-ce que vous avez pu ressentir à vos débuts? Alors moi, quand j'ai créé Tae avec Marion, donc notre sujet, c'était... Marion qui est la cofondatrice. Marion, mon associée, exactement, qui est mon associée. Notre idée, c'était de faire philosopher des personnes en entreprise. Donc l'idée était quand même un peu folle, mais j'aime les idées folles, c'est ça qui est un peu excitant aussi. C'était de faire dialoguer deux mondes, en réalité, qui n'ont absolument pas l'habitude de dialoguer. On a cette idée que les philosophes ont le temps et le loisir de penser dans leur tour d'ivoire. Et puis dans une autre tour, la Défense, voilà, on a aussi cette idée des personnes qui travaillent en entreprise qui sont le nez dans le guidon et qui n'ont absolument pas ni le temps ni l'envie de penser. Donc notre idée, c'était que le monde de l'entreprise a besoin de remettre de la pensée dans son quotidien. Honnêtement, même si l'idée m'enthousiasmait, j'ai douté quant à la pertinence et quant à la possibilité de le réaliser. Oui. Donc j'ai quitté moi aussi mon job, j'ai rencontré Marion, on s'est donné 6 mois en fait pour faire connaissance. Je me suis dit, pour une fois dans ta vie, tu vas aussi prendre un petit peu ton temps, puisque je décide en général assez rapidement les choses, je les sens. Et donc vous n'avez pas eu de doute quand vous avez décidé? Toute cette période de 6 mois, je me suis autorisée à douter. D'accord. À explorer pourquoi est-ce que je le ferais, pourquoi est-ce que je le ferais pas. Moi aussi j'avais une petite fille, un emprunt sur le dos, j'avais plus de job, bon voilà. Mais bon après je trouve que ces périodes-là elles sont aussi assez excitantes. Moi il n'y a rien qui me fait plus peur que les certitudes et que les lignes toutes tracées. Donc voilà. Et puis au bout de 6 mois, on a eu notre premier client, c'est à ce moment-là qu'on a créé l'entreprise. Donc l'entreprise on l'a créée au moment où il y avait un petit indice qui nous indiquait qu'il y avait quelque chose de possible quand même. D'accord. Sauf que pendant 6 mois on n'a pas eu de deuxième client. Donc là, j'ai redouté. C'est pour ça que je suis assez d'accord aussi avec vous, c'est que le doute, il est toujours là, il revient toujours. Quoi qu'il arrive, vous nous le dites, le doute est toujours là et c'est une composante qui est vraiment essentielle dans la vie du chef d'entreprise. Oui. Faut pas que ça soit faut pas qu'il vous tétanise, oui. Mais oui, il est toujours là. Je pense que c'est même assez indispensable. Et oui, il nous permet d'interroger nos croyances, il nous permet d'interroger ce qu'on estime être certain. Et donc, forcément, quand pendant 6 mois, vous n'avez plus de clients, vous vous dites, bon, est-ce que je suis en train de proposer quelque chose qui est pertinent? Est-ce qu'il ne faut pas que je revoie un petit peu ce que je suis en train de faire? Voilà, donc c'est fécond en réalité. Et vous avez eu besoin d'avoir de l'intuition. C'est d'ailleurs une des idées fortes de votre livre. Ouais. L'intuition, vous la décrivez comme étant ce qui peut parfois être possible et ce qui parfois nous dit que c'est impossible. Vous en avez dégagé une méthodologie qui se monte en 3 points. La première est bien sûr dégager la principale composante d'un problème quand on l'identifie, laisser les différentes composantes du problème interagir entre elles, et puis finalement laisser la solution à ces problèmes ou à ce problème arriver. Est-ce que vous pensez que
Cette méthodologie que vous avez appliquée au problème, on peut l'appliquer également quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, on peut l'appliquer aux doutes qui nous assaillent au quotidien. Je pense qu'en tout cas, la première étape, oui, on peut le faire, et c'est ce que je décrivais tout à l'heure quand je parlais de mes échanges avec Marion, où on explorait un peu toutes les dimensions qui nous faisaient douter. Après, laisser émerger, oui, je pense que cette période, elle est toujours importante. On se précipite un peu. Une fois qu'on a identifié toutes les composantes du problème, on a envie de se précipiter vers la décision. Mais en réalité, en fait, le savoir traditionnel le sait bien, dors dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, dors dessus ? Ça veut dire prendre du recul, ne serait-ce qu'une nuit, pour te réveiller le lendemain matin et te demander si, après toutes ces réflexions raisonnées et raisonnables, qu'est-ce qui reste en fait ? Et faire jouer la raison, l'émotion et l'intuition. Je les ferai jouer tous les trois. C'est qu'est-ce que je ressens. Et si jamais je m'imagine dans cette option-là, je me sens comment là ? Je me sens enthousiaste, je me sens bien. Si je m'imagine dans cette option, je me sens comment ? Ça aussi, c'est important de pouvoir connecter cette émotion-là pour ensuite faire émerger l'intuition. On ne peut avoir, je pense, de l'intuition que sur les choses qu'on connaît un petit peu. Évidemment. Et donc, d'où la nécessité de la première étape d'analyser les différentes composantes du problème. Et ça, Christophe, c'est une méthodologie à laquelle vous pourriez souscrire ? Oui, d'ailleurs, avec Jérôme, mon associé, la première société qu'on a créée s'appelait Intuitus. Donc, il y avait cette notion d'intuition. Mais ce qui est marrant aussi, c'est de constater que même quand vous avez levé le doute, vous avez la bonne intuition, ça peut mener à un échec total. Donc c'est vraiment l'expérience, c'est pas une science exacte et effectivement même quand vous avez le bon binôme levé du doute et intuition, le résultat n'est pas forcément garanti. Pas forcément. J'ai quelques exemples. Justement, on parle de résultats garantis et ça me permet une excellente transition, Chiara, avec ta chronique où les internautes d'ailleurs vont pouvoir réagir avec nous en direct. Et Chiara, écoute, je te laisse la parole. Flora, Christophe, donc aider les entreprises, vous en avez fait votre métier. Et donc comme on l'a vu, quand on est entrepreneur, on peut douter tout au long de sa carrière pour de multiples raisons. En ce moment même, les internautes partagent avec nous leurs inquiétudes via notre hashtag SOS Initiative. Donc on va lire quelques-uns de leurs messages. Et ce que je vous propose, c'est de leur répondre chacun à votre tour en leur donnant des conseils et des solutions concrètes. Vous êtes prêts ? Alors, Steve, 25 ans, nous dit « Je travaille seul et je n'ai que mon entourage à qui parler. Je leur partage souvent mes idées pour mes projets d'entreprise, mais ils n'arrêtent pas de me dire que je perds mon temps à travailler autant pour gagner si peu d'argent. J'hésite à continuer. » Moi, j'aurais surtout envie de conseiller à Steve d'arrêter d'en parler, non pas d'arrêter son projet, mais d'arrêter d'en parler à ces personnes-là. Je pense que quand on est dans cette période ultra fragile de création, il faut vraiment s'entourer des personnes qui vont nous aider et pas des personnes qui vont nous décourager. Moi, ma famille m'a pas vraiment découragée, mais était forcément inquiète de se dire tiens, mais comment est-ce qu'il va faire ou comment est-ce qu'elle va faire pour vivre, pour réussir, pour etc. Donc en fait on n'a pas besoin d'entendre ça, on le sait très bien quand on crée l'entreprise. Mais du coup, imaginons pour Steve, il n'a vraiment personne à qui parler, même ses amis, voilà. Donc vous aviez dit tout à l'heure que parler du doute c'est important, il ne faut pas que ce soit un tabou. Donc si on n'a personne à qui parler, vers qui on peut se tourner, peut-être des experts, plutôt des professionnels et pas son entourage. Voilà. Est-ce que Cambase justement peut répondre à cette problématique? C'est notre métier. C'est votre métier, c'est le cœur de votre métier. C'est notre métier de discuter et de challenger les projets de nos clients. Oui, bien sûr. Chiara, une dernière réaction? Oui, alors nous écoutons un dernier témoignage de Arnaud, 38 ans, qui nous dit « Je suis responsable d'une PME de 12 employés, mais j'ai toujours l'impression que je ne sais pas où je vais quand je leur donne des consignes. Comment faire pour les motiver et pour leur donner confiance ?» Flora, un conseil pour le management de Arnaud? Lire les philosophes. C'est ce que j'ai à dire. Non, moi, il y a un philosophe qui m'aide énormément, mais au quotidien, un parmi les 6 qui m'aide vraiment le plus, c'est Épictète, la philosophie stoïcienne. Épictète nous dit une chose qui est vraiment très profonde et très pratique. Il nous disait essaye de distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Combien de temps est-ce qu'on passe et combien d'énergie est-ce qu'on donne sur des sujets sur lesquels on ne maîtrise rien? À quoi ça sert? Autant mettre son énergie
Et donc sa motivation, puisque quand on est motivé, c'est qu'on a plein d'énergie pour faire les choses qui nous tiennent à cœur. Et donc de pouvoir discerner, c'est un exercice de discernement, qu'est-ce qui dépend de moi, de qu'est-ce qui n'en dépend pas, me permet de mettre mon énergie et mon temps sur ce qui me fait plaisir et donc d'être motivée. Bon, en tout cas, Flora, Christophe, je vous remercie pour vos réponses. J'espère que cela aura aidé nos internautes et je repasse la parole à Charles. Aussi. Merci Chiara, merci pour cette chronique. Et justement, vous m'offrez une excellente transition parce que la question du sens, elle s'est posée de manière un peu tragique à Nicolas Bernardet. Nicolas Bernardet, qui est meilleur ouvrier de France, MOF, en pâtisserie. Nicolas était au sommet et Nicolas a connu un drame, une expérience très difficile à vivre sur laquelle il a eu sûrement du mal à se relever. La question du doute a fait place de manière très intense et aujourd'hui Nicolas a surmonté, il a une nouvelle entreprise, 1400 employés et s'exporte au Japon. Je vous propose de regarder le reportage de Camille Lecuy et Johan Ployer tout de suite. Vous voulez un petit chocolat Oui, très bien. Chocolat. Nicolas Bernardet, pâtissier et meilleur ouvrier de France. Installé à la Garenne-Colombes depuis 2011, il propose des pâtisseries atypiques. Nous sommes spécialisés dans les gâteaux de voyage, que nous avons appelés les cakissimes. Pourquoi cakissimes? Parce que dans le mot kakissime, il y a le mot cake et il y a le mot kiss, parce que nos gâteaux sont doux comme des baisers. Mais Nicolas Bernardet est aussi un rescapé. En juillet 2007, un grave accident du travail met sa carrière en péril. Droitier, donc accident de la main droite, bloqué pendant plusieurs semaines, le bras en écharpe. Soit on tombe dans l'alcoolisme, soit on rebondit très vite, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis là je me suis dit, il faut arrêter de travailler avec ses mains parce que je ne pouvais pas travailler avec mes mains, donc je vais travailler avec ma tête. De la farine, il passe au clavier d'ordinateur. Il référence toutes les proportions de ses recettes. Bourreau de travail, il monte son entreprise. Je me souviens quand j'ai donné ma démission, je me suis retrouvé dans ma voiture et j'ai mis un certain nombre de temps en me disant bon je démarre mais maintenant il faut que je fasse gaffe à moi parce que je suis chef d'entreprise. Pour relever ce défi, il a pu compter sur la collaboration de sa femme. Quand ils ont ouvert la boutique en 2011, il n'avait qu'un seul employé. Et nous sommes à l'heure d'aujourd'hui 14 et je pourrais dire que c'est la meilleure équipe de tout l'univers qui travaille avec moi. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Pour se diversifier, Nicolas Bernardet anime chaque semaine des cours pour amateurs ou professionnels. Les gens apprécient beaucoup parce qu'ils se retrouvent dans un laboratoire professionnel où ils apprennent à travailler comme des professionnels. Donc ça leur plaît beaucoup. Ce goût de la transmission, il le met aussi au service des jeunes entrepreneurs. Il interviendra notamment lors du prochain salon SME. C'est faire partager mon expérience avec tous les gens qui voudront bien écouter la lumière que j'aurai à leur apporter, c'est tout. Justement, après avoir vu le parcours de Nicolas Bernardet, on a constaté qu'il avait beaucoup de doutes et justement, j'ai envie de vous poser un peu une question qui va dans le sens du reportage qu'on a vu. Comment rebondit-on après un accident? Comment peut-on faire face aux doutes qui nous assaillent, mais justement, particulièrement en cas que ça soit de maladie, en cas justement de perte financière importante ou d'accident du travail? Alors, je ne l'ai pas vécu personnellement. Par contre, on vit des échecs. Là, on touche à la notion de résilience oui. après un échec. C'est quelque chose de très... on le découvre en le vivant. Donc, on sait si on est résilient et si on ne l'est pas, on essaye de trouver des solutions pour le devenir. Mais en effet, c'est compliqué... je pense être dans la prise de décision, être chef d'entreprise sans s'interroger sur la résilience. Mais par rapport à la situation de cet entrepreneur, moi non plus, je n'ai pas vécu de situation professionnelle, en tout cas difficile jusqu'à présent, mais c'est peut-être ce qu'il a réussi à faire et ce qui lui a permis de rebondir, c'est de faire avec le principe de réalité. C'est-à-dire que maintenant que je suis dans cette situation, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui n'en dépend pas? Ce n'est pas une question qui est si facile que ça en réalité. Il y a des situations où la réalité est telle qu'il faut presque l'accepter. Accepter ne veut pas dire se résigner. Oui. Vous voyez, il y a une nuance entre l'acceptation et la résignation. C'est ça, c'est la question de l'acceptation et de la résignation. On peut accepter mais pas se résigner. Exactement, je pense que c'est vraiment important d'accepter sans se résigner. Sans se résigner, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut faire, il y a toujours des choses qui dépendent de nous. Donc si je comprends bien, douter c'est
dans un cadre général, c'est d'abord être dans un processus qui peut se révéler, on l'a vu, extrêmement productif. Il y a le bon doute, même si dans certains cas, le doute est amené à l'échec. Ça, bon, malheureusement, c'est un petit peu les aléas de la vie professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, le doute doit être abordé, et dites-moi si vous êtes d'accord, mais en tout cas, le doute doit être abordé sans tabou pour finalement être pris avec du recul, pour permettre un petit peu une vraie émergence d'une idée concrète, d'une décision, de la bonne décision, ou en tout cas celle qui nous apparaît être la bonne décision. J'ai une dernière question à vous poser, et vraiment je vous la pose à tous les deux. Est-ce qu'on s'arrête un jour de douter en tant que chef d'entreprise ? J'espère pas. Non, je ne crois pas, c'est ce qu'on disait au début, en fait, c'est vraiment indissociable. C'est indissociable. Et enfin, d'ailleurs, pas que du chef d'entreprise, enfin, je crois que c'est indissociable de la vie, tout simplement. Flora, Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté nos invitations. Christophe, on peut vous retrouver sur le stand H3 au salon SME le 1er et le 2 octobre 2018 au Palais des Congrès à Paris. Flora, quant à vous, je crois qu'on pourra vous retrouver le 2 pour une conférence en fin d'après-midi intitulée « Ils ont réussi malgré les doutes, pourquoi pas vous ?» Je vous invite également à vous rendre sur le site internet du salon qui s'affiche juste devant vos écrans, et vous pouvez également nous suivre sur le hashtag de l'émission et bien sûr la page Facebook. Au plaisir de vous retrouver, à très bientôt.